يلا شباب نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون تاع devoir de pré-synthèse numéro 3 troisième maths. Et avant de voir la correction, donc نشوف في أسفل الفيديو lien sur Drive. نهبطوا l'énoncé نخدموا السوجي وبعد نمشوا نشوفوا correction. Voilà, on commence partie chimie exercice 1. Donc les herbicides permettent la suppression totale ou le contrôle des mauvaises herbes. Un herbicide est une solution aqueuse constituée entre autres d'ions chlorate ClO3-. On réalise un titrage qui consiste à doser les ions chlorate contenus dans une solution diluée d'herbicide. Donc pour la première question, on mélange un volume V1 égale 20 ml de la solution S, concentration C1, en ion chlorate, avec une solution aqueuse d'iodure de potassium K plus I-, en milieu acide, sachant que les couples intervenants sont ClO3-, Cl-, I2 et I-. Écrire les équations formelles relatives à ces deux couples. Donc l'équation formelle, vous avez ClO3- donne Cl-, donc on commence par équilibrer les atomes d'oxygène avec les ions H2O, puis on équilibre les atomes d'hydrogène par les ions H3O+, et on finalise avec l'équilibre des charges, donc plus 6 électrons. Pour la deuxième équation, demi-équation, donc I2 donne I-, donc on équilibre les atomes d'iode, donc x2, puis on équilibre les charges. Voilà. La question petit b maintenant montre que l'équation bilan de la réaction s'écrit. Donc l'équation bilan de la réaction, donc vous avez à compléter A et B. Donc on équilibre les deux demi-équations, on va multiplier la deuxième équation par 3 pour équilibrer les charges. Vous avez 6 électrons, là vous avez 2, donc on multiplie par 3 pour avoir 6 électrons. Pour que lorsqu'on va voir le bilan, donc on va éliminer les électrons. Donc on retrouve le bilan, donc là vous avez 6 H3O+, donc A égale à 6, et vous avez 9 H2O, donc B est égal à 9. La question deuxièmement maintenant, on dose le diode formé au cours de la réaction 1 avec une solution de thiosulfate de sodium de concentration molaire C2 égale 0,1. L'équivalence est atteinte lorsque on verse un volume V2 égal à 10 ml de la solution de thiosulfate de sodium. Écrit l'équation de la réaction du dosage. Donc on vous a donné les couples I2, I-, S4 au 6, 2-, S2 au 3, 2-. Donc I2 donne I-, on multiplie par 2, puis on équilibre les charges. S2 au 3, 2- donne S4 au 6, 2-, on équilibre les atomes, donc on multiplie par 2. Puis on équilibre les charges en ajoutant des électrons, puis on fait le bilan. Donc on retrouve l'équation de la réaction d'usage de S2 au 3, 2- plus I2 donne 2I- plus S4 au 6, 2-. La question suivante, calculer la quantité de matière de diiode I2 formée au cours de la réaction 1. Donc on va utiliser l'équation de la réaction d'usage d'après cette équation 2. Donc vous remarquez très bien que le nombre de moles de I2 sur le coefficient stoichiométrique C2 sur 1 est égal au nombre de moles de S2 au 3, 2- sur 2. Or le nombre de moles de S2 au 3, 2- est égal à C2 fois V2. Le tout sur 2, donc on retrouve le nombre de moles de I2 est égal à 5 fois 10-4 moles. La question C maintenant, on déduit la concentration C1 de la solution d'herbicide S en ion chlorate. Donc, pour déterminer la concentration de la solution S, on a le nombre de moles de I2 sur 3. Donc, on va reprendre l'équation 1. Donc, le nombre de moles de I2 sur 3 égale le nombre de moles de Cl au 3 -, d'après l'équation de la réaction. Voilà. Donc, égal le nombre de moles de ClO3- sur 1, d'où le nombre de moles de I2 est égal 3 fois le nombre de moles de ClO3-, c'est-à-dire 3 fois C1V1, d'où C1 est égal nombre de moles de I2 sur 3 fois V1. Application numérique, donc on retrouve C1 est égal à 5 sixièmes 10-2, c'est-à-dire 8,33 10 puissance -3 mol litre -1. Voilà. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2 sur la conductance. Donc, l'hypokaliémie désigne une carence de l'organisme en ion potassium. Pour compenser rapidement cette carence, on utilise une solution de chlorure de potassium KCl injectable par voie intraveineuse. Une ampoule de 20 ml de cette solution contient une masse M de KCl. Pour déterminer cette masse, on dispose d'une solution étalant SE de KCl de concentration CE égale 10-2 et d'un montage conductométrique constitué bien évidemment d'un générateur basse fréquence, un ampèremètre, un voltmètre et la solution conductrice.
on prépare à partir de la solution étalon SE des solutions phi et on mesure leur conductance, c'est-à-dire en diluant les solutions pour obtenir la solution mère pour obtenir les solutions phi. Puis on mesure la conductance de chaque solution. Les résultats de mesure ont permis de tracer la courbe d'étalonnage G en fonction de C, la conductance en fonction de la concentration de la solution, représentée sur la figure 1. Donc la conductance G fois 10 puissance moins 5 siemens et la concentration fois 10 moins 3 mol litre moins 1. Voilà. Et on a commencé par une concentration est égale à 10 puissance moins 3. On mesure sa conductance, on trouve 30 fois 10 puissance moins 5 siemens. La première question, on mesure avec ce montage la conductance de la solution de l'ampoule, on obtient G0 est égal à 0,3 siemens. Peut-on déterminer directement la concentration en chlorure de potassium de l'ampoule injectable à partir de la courbe? Justifie la réponse. Donc si on regarde la courbe, on commence à partir d'une valeur est égale à 30 fois 10 puissance moins 5. La valeur max, c'est égal à 240 fois 10 puissance moins 5 siemens. Donc ceci ne nous permet pas de déterminer directement la concentration à partir de la courbe, puisqu'on a dit que G0 est égal à 0,3 siemens, égal à 300 millisiemens, qui n'appartient pas à 0,3 millisiemens, 2,4 millisiemens, les valeurs min et valeur max sur la courbe. Par conséquent, on ne peut pas déterminer directement la concentration en chlorure de potassium dans le pôle en utilisant la courbe. La question petit b, compte tenu des valeurs de GE est égal, conductance de la solution étalon est égale à 2,4 10-3 siemens et G0 est égal à 0,3 siemens, quel est le facteur minimal de dilution à utiliser? Donc, on a dit que le nombre de dilutions est égal à G0 sur GE. G0 est égal à 0,3, GE est égal à 2,4 fois 10 puissance moins 3. Donc, on trouve 125, le nombre de dilutions à réaliser. La question suivante maintenant. Le contenu d'une autre ampoule a été dilué 200 fois. Donc, la mesure de sa conductance donne GD égale 2,1 10 puissance moins 3 siemens, déterminée d'après la courbe d'étalonnage, la valeur de la concentration CD de la solution diluée. Donc, vous avez la conductance 2,1 millisiemens, donc on va le reporter sur la courbe. Donc, 2,1 fois 10 puissance moins 3 siemens, donc c'est-à-dire 210 fois 10 puissance moins 5. 210, donc on projette cette valeur sur la courbe. Donc on trouve l'abscisse de ce point, c'est-à-dire 7 fois 10 puissance moins 3. Donc la concentration de la solution diluée, c'est égal à 7 fois 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. Voilà. La question suivante maintenant. On déduit la concentration Ca de la solution de l'ampoule. La solution Ca, puisqu'on a dilué 200 fois, donc Ca est égal à 200 fois la concentration de la solution diluée, soit Ca égale à 1,4 mol litre moins 1. Et la dernière question, calculer la masse M de KCl contenue dans l'ampoule, ou dans les masses molaires atomiques. Donc la masse, vous avez la concentration de la solution dans l'ampoule est égal au nombre de moles sur le volume, petit m sur grand M fois V, donc petit m égale Ca fois grand M fois V. Donc petit m égale donc 2,086 grammes. Voilà. Passons maintenant à la partie physique, exercice 1. Donc c'est un exercice qui consiste à étudier le mouvement d'une particule chargée soit dans un champ électrique, soit dans un champ magnétique. Donc, le lithium possède deux isotopes Li 6,3 et Li 7,3. Des ions Li plus 6,3 et Li plus 7,3 de masse respective M1 et M2 produits dans la chambre d'ionisation, voilà, avec une vitesse négligeable, c'est-à-dire la vitesse d'entrée sur la plaque P est nulle, sont accélérés par la tension U réglable appliquée entre les deux plaques P et P'. Donc là, vous avez l'accélération des deux ions entre P et P' par une tension accélératrice. Ils pénètrent ensuite par l'orifice O dans une chambre où règne un champ magnétique
uniforme perpendiculaire au plan de la figure. Voilà. Donc, premièrement, petit a, indiquer le sens du vecteur champ électrique entre les deux plaques P et P' pour que les ions parviennent en haut. Justifier la réponse, c'est-à-dire pour accélérer les ions entre la plaque P et la plaque P'. Voilà. Donc, on a dit que notre ion est chargé positivement. Donc, on va l'accélérer, donc, c'est-à-dire la force électrique est dirigée de P vers P'. Et puisque vous avez F est égal à Q fois E, et comme Q est positif, donc E et F sont de même sens, d'où E est dirigé de la plaque P à la plaque P'. Voilà. E est orienté du potentiel le plus élevé de la plaque P vers le potentiel le moins élevé de la plaque, donc P'. C'est-à-dire, on sait que E se dirige toujours vers les potentiels décroissants. Voilà. La question suivante maintenant. Déterminer la nature du mouvement des ions entre les plaques P et P'. Donc, la nature du mouvement, on applique la relation fondamentale de la dynamique à un ion de charge plus E. Donc, F égale à E fois E égale à MA, d'où A égale à E sur M fois E égale à une constante fois I, fois le vecteur unitaire, différente cette constante du vecteur nul. Voilà. Et la trajectoire est une droite, donc conclusion, le mouvement des ions est rectiligne uniformément varié. La question suivante maintenant, petit c, détermine les expressions de V1 et V2, valeurs respectives des vitesses des ions Li plus 6,3 et Li plus 7,3 en haut, c'est-à-dire vitesse de sortie du champ électrique. Donc pour déterminer la vitesse de chaque ion, on peut utiliser l'indépendante du temps puisqu'on connaît la nature du mouvement, comme on peut utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc là, j'ai utilisé la relation fondamentale, la relation indépendante du temps. VO au carré moins vitesse d'entrée est égal à 0. Voilà, moins 0 est égal à 2A, 2 fois l'accélération, fois la distance parcourue, c'est-à-dire la distance entre la plaque P et la plaque P'. Donc, égal. J'ai remplacé A par son expression, donc E sur M fois la norme de E, donc 2 fois E sur M fois E, fois la distance D. Avec E est égal U sur D, la tension accélérée sur la distance entre les deux plaques. Donc, je simplifie par la distance D. Il nous reste donc 2 fois E sur M fois U, d'où V0 est égal à 2E sur M fois U, le tout racine. Conclusion, pour V1, donc je vais remplacer la masse M1 par 6 fois Mn, A fois la masse d'un nucléon. Et pour la vitesse V2 du deuxième isotope, c'est égal à 2E fois U sur 7Mn. J'ai remplacé M2 par A2 fois la masse d'un nucléon. Voilà. La question suivante maintenant, deuxièmement, petit a, montrer que le mouvement de chaque ion est circulaire uniforme dans l'espace où règne le champ magnétique. Donc, pour montrer que le mouvement est circulaire uniforme, donc, je vais exercer donc la force, représenter la force exercée sur l'ion chargé positivement. On a dit que la force F, c'est-à-dire la force de Lorentz, a une direction perpendiculaire au plan formé par V et B, c'est-à-dire le plan perpendiculaire à la figure, d'où la représentation de F. Voilà. Et en ce point M, j'ai représenté le repère de Freinet, donc la normale et le vecteur tangentiel. Et on écrit la relation fondamentale de la dynamique appliquée à un ion, donc F est égal à MA. Dans le repère de Freinet, on peut écrire F est égal à la norme de F fois la normale, d'où l'expression donc F fois N égale à MA, d'où A égale à F sur M fois N. Par conséquent, vous avez AT est égal à 0, puisque A s'écrit uniquement sous forme d'une constante fois la normale, donc l'accélération tangentielle est nulle. Or, l'accélération tangentielle, par définition, c'est la dérivée de V par rapport au temps. Donc, la dérivée de V par rapport au temps est égale à 0, d'où V est égal à une constante. Donc, le mouvement est uniforme. Par la suite, voyons maintenant la trajectoire des ions. Donc, on a dit que A est égal à F sur M fois N. Est égal, j'ai remplacé F par son expression, donc E fois V fois B sur M. Donc, QVB, donc sur M, fois N. Or, AN, par définition, c'est égal à V carré sur R fois N. Donc, d'où R est égal
MV sur EB est égal à une constante, donc la trajectoire est circulaire. Conclusion, le mouvement est circulaire uniforme. Par la suite, petit b, déterminer la valeur du champ magnétique B pour que les ions Li plus 6,3 sortent par la fente F après avoir décrit un quart de cercle. On vous donne UO égale à IF égale à 12,5. UO égale à IF. UO égale à IF. Donc, c'est le rayon, si vous voulez, est égal à 12,5. E égale, et U est égal à 5000 volts. Masse d'un nucléon égale à 1,67, 10 puissance moins 27 kg. Donc, on veut que les ions Li6+ sortent par la fente F. Donc, pour cela, pour déterminer la valeur du champ magnétique B, donc on va revenir à l'expression du rayon R, MV sur EB. Donc, pour R1, c'est-à-dire pour les ions Li6,3, R1 est égal à M1 fois V1 sur EB, avec V1 égale à 2E fois U sur M1. Donc, R1 égale, donc on remplace V1 par son expression. Après des simplifications, on retrouve R1 est égal, donc 1 sur B, fois 2 M1, on a dit que c'est égal à 6 fois la masse d'un nucléon, fois U sur E. Donc, d'où B est égal à 1 sur R1 fois 12 Mn, masse d'un nucléon, fois U sur E, tout calcul fait. Donc, on trouve B égale à 0,2 Tesla. Voilà. La question suivante maintenant, petit c, détermine la valeur de la tension U' qu'il faut donner à la tension U, c'est-à-dire qu'il faut l'appliquer entre les plaques P et P' pour que les ions Li plus 7,3, maintenant le deuxième type d'isotope, sortent par la fente F. Pour la question C, donc pour déterminer la valeur de U', donc on va reprendre l'expression de B. Donc B est égal à 1 sur R1 au carré fois donc 14 Mn U' sur E. R1 au carré, maintenant on va la confondre à R2, puisqu'on veut que les isotopes Li7,3 sortent par la fente F. Voilà. Donc U' est égal à B au carré fois R1 au carré fois E sur 14 Mn. Donc on a remplacé la masse M2 par 7 fois Mn, et on a déjà 2. Donc, on trouve U' est égal à 4277 volts, c'est-à-dire qu'il faut diminuer la tension accélératrice pour que les ions ayant la masse M2 sortent par la fente F, c'est-à-dire la même fente que là où on retrouve les isotopes Li6,3. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Donc, on va étudier maintenant les lentilles optique, partie optique. Donc, une lentille convergente L1 de centre optique O1 donne d'un objet AB de hauteur 5 cm une image réelle A1, B1, renversée et 2 fois plus grande que l'objet. Elle est située à 30 cm du centre optique O1. Déterminer le grandissement gamma 1 de la lentille L. Donc, grandissement gamma, par définition, c'est égal A1, B1 sur AB. Donc, l'image, dimension de l'image sur dimension de l'objet. Donc, A1, B1, c'est égal moins 10, puisque l'image est renversée. Sur AB est égal à 5, donc c'est égal à moins 2. Voilà. La question suivante maintenant, petit b, déduire la position O1A de l'objet AB et préciser sa nature. Voilà. Donc, pour déterminer la position O1A de l'objet et voir sa nature, donc là, on va utiliser l'expression du grandissement gamma 1. Gamma 1, par définition, on a dit que c'est égal à A1, B1 sur AB, est égal aussi O1, A1 sur O1A. D'où O1 est égal O1, A1 sur gamma 1, application numérique, donc O1, A1 est égal à 30 cm, sur gamma 1 moins 2, c'est égal à moins 15 cm. Comme O1A est négative, alors l'objet est réel, c'est-à-dire est situé avant la lentille. La question suivante maintenant, montrer que la distance focale de la lentille L1 et F1 est égale à 10 cm.
Donc, pour déterminer la distance focale de la lentille L1, on va utiliser la relation de conjugaison, ou bien la formule de conjugaison. 1 sur O1 A1 moins 1 sur O1 A égale 1 sur O1 F', c'est-à-dire 1 sur F1, puisque la lentille est convergente. D'où 1 sur F1 est égal, donc 1 sur 30. Donc, on va remplacer O1 A1 par sa valeur, donc 1 sur 30, moins 1 sur O1A, on a dit que c'est égal à moins 15. Donc, est égal de F1, donc 1 sur 10, d'où F1 est égal à 10 cm. Voilà. Maintenant, deuxième question. Une lentille L2 de centre optique O2 et de divergence C2 égale à moins 4 dioptries est placée derrière L1 à une distance O1 O2 égale à 40 cm. Voir figure 3 de la feuille annexe. Les axes optiques principaux des deux lentilles sont confondus. A2B2 est l'image finale de l'objet AB à travers le système optique L1, L2. Donc, voyons la page annexe, voilà. Donc, la lentille L2, c'est une lentille qu'on va déterminer par la suite sa nature. Donc, on a dit l'objet AB, la distance O1, O2, etc. Voilà. Donc, ça, c'est la figure de la page annexe. Revenons maintenant à l'énoncé. Voilà. La première question, petit a, donner la nature de la lentille L2 et calculer sa distance focale. Donc, pour déterminer la nature de la lentille L2, voilà. Deuxièmement, petit a, la lentille L2, sa divergence, c'est égal moins 4 dioptries négative, donc L2 est une lentille divergente. Sa distance focale F2 est égale à 1 sur valeur absolue de la vergence, c'est-à-dire 1 quart et 0,25 mètres là, pardon, 0,25 mètres, c'est-à-dire 25 cm. Là, vous corrigez 0,25 mètres. Voilà. La question suivante maintenant, petit b, l'image A1B1 donnée par L1 se comporte comme un objet relatif à L2. Déterminer sa position O2A1 par rapport à O2 et déduire la nature de l'objet A1B1. Voilà. Maintenant, O2A1 par rapport à O2 et déduire la nature de l'objet A1B1. O2A1 est égal à O2O1. Donc, on a injecté le point O1 là. Donc, O2O1 plus O1A, 1. Application numérique, donc O2A1 est égal O2O1 égale à moins 40 cm, plus O1A1, donc plus 30 cm, égale à moins 10 cm. Voilà. Et comme O2A1 est négative, donc A1B1 est un objet réel. Voilà. Pour la lentille L2. La question suivante maintenant, petit c, déterminer par le calcul la position, la nature, le sens et la grandeur de l'image A2B2. C'est-à-dire la position, on va déterminer O2 A2. La nature, est-ce que c'est une image réelle ou virtuelle? Le sens, est-ce que l'image est droite ou renversée? Et la grandeur de l'image, c'est-à-dire A2B2. Voilà. Donc, passons maintenant à la correction, petit c, deuxièmement. Donc, position, on va utiliser la relation de conjugaison pour la lentille L2. Donc, 1 sur O2A2 moins 1 sur O2A1 est égal à la divergence de la lentille L2, c'est-à-dire C2. D'où 1 sur O2A2 est égal à C2 plus 1 sur O2A1. Application numérique, donc on trouve 1 sur O2A1 est égal à moins 14, d'où O2A2 est égal à moins 7,14 cm, c'est-à-dire moins 1 sur 14. Nature maintenant, vous remarquez très bien que O2A2 est négative, d'où A2B2 est une image virtuelle. Le sens, donc on va déterminer gamma, grandissement. Gamma 2 est égal à A2B2 sur A1B1. Maintenant, notre objet c'est A1B1 qui était l'image de l'objet AB par rapport à lentille L1. Donc, égal O2A2 sur O2A1.
on remplace donc O2 à 2 est égal à moins 7,14, O2 à 1 est égal à moins 10, donc on trouve égal à plus 0,714 positif, d'où A2B2 est une image droite, ce n'est pas une image renversée. Grandeur maintenant de l'image, donc on va déterminer A2B2, donc A2B2 est égal à gamma 2 fois A1B1, donc gamma 2 est égal à 0,714 fois A1B1, c'est-à-dire fois 10 cm, donc on trouve 7,14 cm. Voilà. Maintenant, passons à la question suivante. Retrouvez les résultats précédents par construction géométrique à l'échelle 1/5 sur la figure 3 de la feuille annexe. C'est-à-dire, on va diviser toutes les valeurs par 5. Voilà. Passons maintenant. AB est égal à 5 cm, donc sera représenté par 1 cm. O1, O2 est égal à 40 cm, sera représenté par 40 sur 5, c'est-à-dire 8 cm. O1A égale à moins 15 cm sera représenté par moins 3 cm. O1 F1' sera représenté par 2 cm, donc 10 sur 5. O1 F1 moins 10 cm sera représenté par 2 cm. Voilà. O2 F2' moins 25 cm, donc sera représenté par moins 5 cm. Et O2 F2 sera représenté par 5 cm. Voilà. Passons maintenant à la construction graphique. Donc vous avez la lentille L1, la lentille L2, donc la distance O1, O2, on a dit qu'on va le représenter par 8 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va placer l'objet donc AB. Voilà l'objet AB, c'est un objet réel pour L1. Le foyer objet F1, foyer image F1' de la lentille L1, O1. La lentille L2, donc vous avez le foyer image F2' de la lentille L2. Le foyer objet, on n'a pas besoin dans la construction. Donc on va commencer par un rayon parallèle. Un rayon parallèle, il va immerger en passant par F1', puisque la lentille est convergente. Donc, il va émerger en passant par F1', donc ça c'est le rayon parallèle. Le deuxième rayon est confondu avec un axe optique secondaire, donc il va émerger sans aucune déviation, donc il va passer directement. Donc, ces deux rayons s'interceptent au point B1, l'image de B. Donc, on retrouve l'image A1-B1 de l'objet AB, qui est située à l'intersection des rayons qui émergent, donc c'est une image réelle. Maintenant, cet objet A1-B1 devient, cette image donc devient un objet pour la lentille L2, et on a dit que c'est un objet réel, puisque O2A1 est positif. Donc, on va prendre deux rayons de l'objet A1, B1. Donc, un rayon parallèle, il va immerger de la lentille L2 tel que son prolongement passe par le foyer image F2' de la lentille L2. Donc, le prolongement, donc, représenter ce rayon. Donc, il va immerger comme ça. Un deuxième rayon, donc confondu avec un axe optique secondaire, donc il va immerger sans aucune déviation. Voilà. Donc ces deux rayons émergents ne s'interceptent pas, donc il n'y a pas une intersection, mais plutôt les prolongements de ces deux rayons donc s'interceptent au point B2. Donc d'où A2, B2 est une image virtuelle, puisque elle est située à l'intersection des prolongements des rayons émergents. Voilà. La question 4 maintenant, de combien et dans quel sens faut-il déplacer la lentille L2 pour que l'image A2B2 soit rejetée à l'infini et faire une construction à l'échelle 1/5 sur la figure 4 de la page annexe. Donc on veut maintenant que l'image A2B2 soit rejetée à l'infini. Donc on a dit que pour que l'image A2B2 soit rejetée à l'infini, il faut que l'objet A1B1, donc l'objet A1B1, soit virtuel tout d'abord, et tel que O2A1 est égal à F2, c'est-à-dire la distance focale de la lentille L2. Par conséquent, il faut déplacer la lentille L2
Voilà, on va déplacer la lentille L2 vers la gauche. Voilà, on va rapprocher la lentille L2 de la lentille L1 pour que l'objet A1, B1 devienne un objet virtuel, c'est-à-dire situé derrière la lentille L2, et il doit être aussi situé sur le plan focal image. Le plan focal image de la lentille L2. Plan focal objet plutôt de la lentille L2. Donc on va placer A1, B1 sur le plan focal objet de la lentille L2. C'est un objet donc virtuel. Ça c'est F2', c'est le foyer image de la lentille L2. Donc on a pris un rayon parallèle. Il va émerger de la lentille L2 tel que son prolongement passe par le foyer image F2'. Voilà son prolongement. Donc il va émerger comme ça. Un autre rayon confondu avec l'axe optique secondaire, il va émerger par la lentille L2 sans aucune déviation. Voilà, il semble provenir de B1. Ce rayon parallèle, il semble provenir de B1. Voilà. Ces deux rayons qui émergent donc sont parallèles. Donc l'image de A1, B1 est projetée à l'infini. Voilà. Passons maintenant à l'exercice 3. Étude d'un document scientifique. Donc, après avoir lu ce texte, voilà, on dit la première question, en traversant l'œil, la lumière passe par une succession de corps transparents, nommez-les en précisant l'ordre de passage. Donc, on a dit que sur son passage, la lumière traverse successivement la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, le corps vitré, la couche nerveuse de la rétine. Vous trouvez tout ça dans le texte. Deuxièmement, préciser le rôle de la cornée et du cristallin. Donc, on a dit que la cornée, elle focalise les rayons lumineux et le cristallin, il fonctionne comme une loupe. Et la question 3, en se basant sur les données du texte, faire une représentation schématique de l'œil. Une représentation schématique de l'œil. Donc, vous avez le diaphragme, c'est l'iris. Là, vous avez la lentille convergente, c'est-à-dire le cristallin. Et l'écran d'observation, c'est-à-dire la rétine. Voilà une représentation schématique de l'œil. Merci pour votre attention. نتقابل إن شاء الله في مواعيد لاحقة. بالسلامة.